Alors, eh bien, nous pouvons commencer cette masterclass qui est d'une durée de 45 minutes et nous veillerons avec nos invités ici présents à laisser une grande part à l'échange puisque nous allons essayer de tenir dans les 30 minutes d'échange pour vous laisser 15 minutes pour poser vos questions. On a une petite catchbox, là, ces micros rigolos que vous vous passerez, mais peu importe, ça c'est du gadget. L'important, c'est de vous donner la parole et qu'on puisse écouter vos questions. Alors, nous allons regarder comment aujourd'hui, à l'heure de la dynamisation des cœurs de ville, il est possible de concilier l'attractivité des centres-villes et les problématiques, nous allons voir, liées au stationnement et à la circulation. Alors, on va regarder que beaucoup de solutions sont aujourd'hui examinées. Pierre Auboin, à mes côtés, qui est le pilote de cette masterclass avec laquelle nous avons préparé ce contenu, vous présentera tout à l'heure les enjeux pour la Banque des Territoires et les solutions qui sont proposées. Et grâce à ces invités, nous allons aller plus loin. Alors, j'ai à ma droite le plaisir d'avoir à nos côtés Anne-Marie Drac, qui est haute responsable à la stratégie nationale pour les véhicules autonomes. Monsieur Édouard Reynaud, également, qui est directeur général de Transdev France. Ensemble, vous ferez le point sur les voitures autonomes, solutions d'avenir ou non. Quel avenir pour ces nouveaux types de mobilité? Et puis, avec Lucie Billot, qui est chargée de mission Smart City à la ville de Soissons, nous découvrirons une solution innovante, j'ai envie de dire intelligente, de stationnement mise en place dans la ville de Soissons pour répondre à cette autre problématique qu'est le stationnement aujourd'hui. Voilà pour les présentations. Alors, je vous propose, avant d'entrer dans ces deux sujets clés, de regarder un petit peu comment les Français perçoivent leur centre-ville et en quoi, justement, ces problématiques de mobilité et de stationnement dans les centres-villes sont tout à fait importantes. Alors voilà, l'agenda, nous l'avons parcouru. Alors, j'aimerais que nous jetions un œil. Alors, s'il n'y a pas les chiffres affichés, si, ils sont là. Alors, ce que vous voyez affiché derrière moi, ce sont les chiffres extraits des éditions 2017 et 2018 du baromètre CSA, les Français et leur centre-ville. Alors, que nous apprennent ces chiffres? Si on essaye de synthétiser ces éléments, on découvre que les Français veulent des centres-villes piétonniers, des espaces verts, et que pourtant, la facilité d'accès reste le premier levier d'accès à leur centre-ville. Ce qui veut dire que 41% des Français fréquentent les centres-villes parce qu'ils sont faciles d'accès. Donc je vous laisse faire le décompte. Ça veut dire que beaucoup trop en tout cas, ne vont pas dans les centres-villes de ces villes moyennes pour des raisons d'accès. Et enfin, ils trouvent aujourd'hui que le stationnement est encore trop cher, trop rare, à 48%. Donc dans cette logique de dynamisation des cœurs de ville, deux leviers sont à activer, à la fois l'accès et à la fois le stationnement. Donc vous l'aurez compris, c'est une injonction, on peut dire, contradictoire entre ville apaisée et centre-ville très accessible. Alors j'aimerais, Pierre Auboin, si vous le permettez, que vous nous expliquiez, face à cette situation et face à l'engagement fort de l'État à travers du programme Cœur de Ville, comment aujourd'hui on appréhende ces questions et quelles solutions vous apportez aux collectivités. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, à la Banque des Territoires, dans le cadre du plan Action Cœur de Ville, nous avons essayé de passer en revue l'ensemble des problématiques qui sont celles de la mobilité en lien avec la dynamisation des cœurs de ville. Et au total, nous avons recensé 8 familles de sujets qui vont, comme vous le voyez là, de la question de l'état général de la voirie et de l'aménagement de l'espace public, des questions autour également des nuisances qu'on peut qualifier de sonores ou olfactives que peuvent provoquer des matériels roulants de transport en commun un petit peu anciens qui circulent dans des rues qui se voudraient idéalement apaisées. La question de la congestion en centre-ville qui peut être créée par des véhicules de livraison qui se stationnent en double fil faute d'un stationnement facile pour alimenter les commerces de centre-ville. La bipolarité du centre-ville qui est un phénomène que l'on peut connaître par exemple lorsque l'on a un centre commerçant qui s'étale de part et d'autre des rives d'un cours d'eau.
Ou alors, par exemple, lorsqu'on a une gare SNCF qui est excentrée par rapport au centre-ville. Et puis enfin, on a des sujets autour effectivement du stationnement, que ce soit autour de l'utilisation des places existantes ou tout simplement du nombre total de places de stationnement disponibles. Et puis, pour terminer, il y a les sujets relatifs à la capacité soit aux habitants de la périphérie d'accéder facilement au centre-ville, c'est le point crucial qu'Elsa a évoqué, ou bien à l'inverse, la capacité pour un résident d'un centre-ville piéton qui va peut-être, tout comme bon nombre par exemple d'habitants de Paris intramuros, se passer d'un véhicule au quotidien, comment va-t-il faire pour accéder, lorsqu'il en a besoin, à la périphérie? Donc c'est l'ensemble de ces sujets qui posent des problèmes aussi bien aux chalands, aux résidents, aux actifs des centres-villes, pour lesquels nous avons essayé de rechercher des briques de solutions. Et nous allons avoir l'occasion de creuser effectivement plusieurs d'entre elles. Vous voyez ici notamment évoquer les sujets relatifs au déploiement de navettes autonomes qui peuvent être une solution typiquement pour résoudre ce problème de centre-ville bipolaire ou de jonction entre deux points névralgiques ou deux points focaux du centre urbain. Ou bien également les solutions autour du stationnement qui seront évoquées tout à l'heure. Et puis tout simplement aussi la question de la bonne information, la bonne capacité pour un habitant, qu'il soit de périphérie ou du centre-ville, d'avoir accès aux transports en commun sans nécessairement se présenter à un guichet ou devoir sortir de la monnaie pour monter dans le bus. Donc pour l'ensemble de ces sujets, à la Banque des Territoires, nous avons essayé d'identifier des outils qui permettent de répondre à ces problématiques. Et comme vous le voyez sur ce transparent, cela commence par des interventions ou un appui des porteurs de projets et des autorités organisatrices sous forme d'ingénierie amont. Cette ingénierie amont, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être autour de guides méthodologiques, j'en parlerai dans un instant, d'accompagnement des porteurs de projets, de subventions pour faciliter la conduite et accélérer la conduite d'études ou de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage par les collectivités, ou bien encore les interventions de notre filiale de conseil et d'expertise qui est la CET. En particulier dans les domaines de stationnement ou d'aménagement urbain. Deuxième type d'intervention, c'est celle autour des investissements en fonds propres, que ce soit des investissements dans des structures de projets qui peuvent prendre différentes formes. Ce peuvent être des sociétés d'économie mixte locales traditionnelles, des sociétés de projets qui revêtent la forme d'une CEMOP qui permet de concilier économie mixte et également intervention d'un partenaire privé, ou bien encore des formules plus originales comme des sociétés à statut coopératif, par exemple, pour mettre en place un service d'autopartage en centre-ville. Par-delà l'investissement également, les interventions au titre du plan d'investissement d'avenir pour lequel nous opérons certains de ces programmes. En prêt, le gouvernement vient de faire récemment l'annonce en marge du Conseil de défense écologique du fait qu'une enveloppe de 3 milliards d'euros allait être mise en place au titre des prêts sur fonds d'épargne qu'opère la Banque des Territoires pour investir pour prêter à des porteurs de projets de mobilité du quotidien. Donc ça, c'est un élément qui va être important dans les prochains mois également pour booster et permettre d'accélérer ces projets. Et puis enfin, nous jouons également indirectement un rôle d'opérateur, soit par exemple notre filiale CDC Habitat qui est en train de déployer dans le cadre d'une concession un nombre important de plusieurs milliers de bornes de recharge pour véhicules électriques dans ces parcs dans les parkings des immeubles de logement social, et également d'ouvrir ces parkings à des tierces parties en collaboration avec une start-up qui s'appelle YesPark et qui fournit une solution permettant d'ouvrir à ces parkings. Et puis également opérateurs, c'est la grosse douzaine déjà d'entreprises innovantes, de start-up pour prononcer le mot, dans lequel nous avons investi, qui d'autopartage, de covoiturage, de transport à la demande, d'information temps réel voyageurs, qui permettent d'apporter rapidement aux collectivités des solutions innovantes, en particulier en utilisant les facilités de l'achat innovant qui ont été renforcées au 1er janvier 2019, puisque maintenant les communes, les agglomérations peuvent acheter jusqu'à 100 000 euros des achats dits innovants sans mise en concurrence et donc directement avec l'opérateur auquel elle souhaite recourir.
Je terminerai avec 2 illustrations concrètes de l'accompagnement de la Banque des territoires. Le premier, c'est la publication de guides méthodologiques qui sont présents dans le... Je vous invite à en prendre certains exemplaires qui sont dans le présentoir juste à côté de cette scène. C'est par exemple un guide à destination des collectivités sur la mise en place d'un marché de partenariat qui nous semble être l'outil idéal pour réaliser la rénovation rapide, par exemple, de l'espace public et de la voirie d'un centre-ville, tout en minimisant les nuisances travaux, puisqu'il ne s'agit pas d'asphyxier les commerces avec une phase interminable de travaux qui viendrait dissuader les chalands de venir en centre-ville. Un guide sur le verdissement du matériel roulant et un également sur le déploiement des services innovants de mobilité pour les villes moyennes. Pour terminer également, il y a 12 correspondants, un dans chaque région métropolitaine de la Banque des territoires qui font partie aux côtés de nos collègues du CEREMA et de l'ADEME du premier cercle du dispositif de cellules d'appui régionales aux porteurs de projets en matière de mobilité qui a été mis en place dans le cadre du dispositif France Mobilité qui a été lancé par le gouvernement il y a un peu plus d'un an. Et dans ce cadre-là, ces correspondants France Mobilité sont à la disposition des porteurs de projets locaux pour échanger sur une mise en relation, sur un diagnostic sur la viabilité économique de leur projet et sur un financement en ingénierie ou en investissement si le modèle économique s'y prête. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre Auboin. Alors je vous propose maintenant de faire un focus sur une nouvelle forme de mobilité. Je vous laisse effectivement donner le micro à Madame Ydrac. Donc nous allons. Alors il faut avancer les petites slides. Voilà, je prends ça. Il faut tout faire en fait. Il faut être multitâche ici. Donc on avance ensemble. Alors. Nous allons faire deux focus sur 2 solutions d'avenir. Nous l'avons déjà évoqué, un sur les voitures autonomes et un sur les solutions de stationnement. Et là, c'est les voitures autonomes dont nous allons parler, donc un nouveau type de mobilité. Et Anne-Marie Ydrac, justement, vous êtes haute responsable à la stratégie nationale pour les véhicules autonomes, des véhicules dont on a énormément entendu parler il y a un an. Je dirais même que le sujet est arrivé en force. Où en est-on aujourd'hui? La question que l'on peut se poser, c'est la voiture autonome pour tous, fantasme ou réalité? Fantasme. Fantasme. Voilà qui est dit. Alors, pourquoi Parce que nous avons 3 types de défis. Et quand je dis nous, ce n'est pas simplement nous, la France, ou même nous, l'Europe. C'est 3 défis mondiaux. Le premier, c'est d'abord un défi technologique. Parce qu'aujourd'hui, les voitures autonomes, fussent-elles américaines, comme vous pouvez le voir sur je sais pas, YouTube ou autres, ou Dailymotion, en fait, elles ne circulent pas très bien, par exemple, quand il pleut. Donc, ça peut être embêtant dans certaines de vos villes. Surtout ces derniers jours. Je ne vais pas dire, mais on n'aurait pas beaucoup circulé, effectivement. Absolument. Bon. Et puis, au-delà de la météo, il y a un certain nombre de choses qu'aujourd'hui, ces véhicules ne font pas. Bon. Mais après ça, je vais dire ce qu'ils font, oui. Avec l'aide de Monsieur Hainaut. Ensuite, on a un défi comme on dit, de business model, c'est-à-dire économique, en ce sens que c'est pas encore très clair de savoir d'abord qui va gagner de l'argent avec ça. Est-ce que c'est les constructeurs automobiles, les équipementiers, les fournisseurs de systèmes, les fournisseurs de services? Pourquoi pas le contribuable? On ne sait jamais. Et ensuite, ce qui apparaît de plus en plus, c'est que pour pouvoir être viable, les modèles en question, ce sera beaucoup des modèles d'autopartage ou, encore une fois, de transport en commun, ne serait-ce que pour amortir les coûts de véhicules assez chers. Et puis le troisième enjeu, qui est peut-être encore plus important, surtout quand on parle de territoire, je vais l'appeler acceptabilité ou aussi utilité. Parce que c'est très important de se poser la question, c'est bien gentil tout ça, beaucoup d'argent, beaucoup de technologies qui font un peu peur, mais à quoi ça sert et à qui ça sert? Et en particulier les sujets d'environnement, les sujets de lutte contre la congestion, les sujets d'inclusion sociale, évidemment, sont très importants. Bon. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que justement on ne sait pas. Et qu'on est donc en construction, en invention, et que la construction et l'invention se fait en particulier au niveau local, au niveau territorial. Et donc à ces 3 questions, sécurité, business model et utilité, moi je réponds
territoire. Et en France, territoire, ça veut dire autorité organisatrice de mobilité, on y viendra tout à l'heure, auquel la loi LOM va donner un certain nombre de possibilités. Et quand on dit territoire, ça veut dire insérer ces véhicules. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de logistique, mais il ne faudrait peut-être pas oublier les robots livreurs, les possibilités justement pour l'accès au centre-ville de rationaliser un petit peu tous les flots de camionnettes, les etc. fameux derniers kilomètres. Donc, peut-être que ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais je pense qu'il est très important et on le voit bien dans votre présentation, monsieur Auboin. Bon. Mais sinon, pour les voyageurs, ce à quoi on pense, c'est que des véhicules plus ou moins grands, donc ça peut être des véhicules individuels ou des navettes ou des véhicules allant jusqu'à la taille de petits bus. Bon, des véhicules plus ou moins grands, circulant en général pas très vite, sur des itinéraires prévus à l'avance, pas forcément complètement dédiés, mais prévus à l'avance, pourront apporter un certain nombre de solutions s'ils sont pris en main par les collectivités locales, parce que l'embouteillage de voitures autonomes, c'est pas mieux que l'embouteillage tout court. Ou la voiture autonome occupée par une seule personne, c'est pas avec ça qu'on va résoudre beaucoup de problèmes. Voilà, donc c'est à peu près l'état aujourd'hui de nos réflexions, et c'est vraiment formidable. Merci beaucoup qu'on puisse vous avoir à bord de ces discussions en cours de construction d'un marché et de solutions. Alors évidemment, lorsqu'on est en cours d'examen, comme vous le faites, de ces nouvelles solutions, l'expérimentation est de mise et nous avons la chance d'avoir à nos côtés Édouard Reynaud. Non, si, j'insiste, c'était très aimable de votre part de rejoindre ce plateau ce matin. Eh bien, Édouard Reynaud, vous allez nous expliquer comment Transdev mène aujourd'hui des expérimentations. Alors moi, j'ai noté des expérimentations à Rouen et sur le plateau de Saclay. J'aimerais que vous nous expliquiez de quelle manière Transdev intervient sur ces expérimentations et comment se déroulent ces expérimentations. Alors, deux choses avant d'en parler. D'abord, on pense que l'innovation chez Transdev n'est pas cloisonnée aux métropoles. Donc, elle est exactement sur les territoires, elle se fait sur les territoires. Ça, c'est un premier point. Et puis, chaque jour, chez Transdev, nos conducteurs, nos ingénieurs, ils ont la chance d'inventer, de se projeter et de construire jour après jour les mobilités du futur, celles qui vont venir s'insérer dans les transports en commun et les transports collectifs déjà existants. Donc c'est vraiment une mobilité complémentaire, comme Anne-Marie l'a précisé. Deux objets et deux exemples très concrets. Rouen, dès 2017, avec la vision aussi d'un président de métropole, Frédéric Sanchez, qui soutient l'aventure et qui souhaite être la première métropole qui ait développé un dispositif de véhicule autonome. Nous commençons à construire un programme. Alors un programme dans le pas à Rouen, cœur centre-ville, à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la proximité d'un campus aussi ingénieur, avec des grands partenaires comme le groupe Renault, avec la Matmut, avec l'aide évidemment de la région, de la métropole, pour mettre en place en fait deux types de logiques là, et qui sont toutes du transport à la demande. C'est-à-dire que vous avez 7 véhicules de type Zoé qui sont équipés et vous avez dorénavant une navette de 16 passagers que nous testons. Alors notre credo chez Transdev, c'est on a développé des technologies pour équiper ces véhicules, pour analyser les données, mais aussi pour superviser ces véhicules, superviser et travailler sur des sites dédiés qui sont équipés. Tout l'avantage là, c'est de pouvoir maîtriser le véhicule et ses trajectoires et sa gestion des obstacles. Quand vous dites qu'ils sont équipés, que je comprenne bien, de quel type d'équipement parlez-vous? Il y a des types de capteurs, des lidars, on a une... C'est très lourd en termes de... déjà de partenariat. Pour les néophytes, peut-être que vous êtes tous très au fait de ces voitures autonomes. Moi, j'ai le plaisir de découvrir, on en a parlé en amont, mais je trouve intéressant juste de donner un petit peu le contexte, qu'on prenne la mesure du type d'installation qui est nécessaire de mettre en œuvre. D'abord, ce sont des projets qui nécessitent d'être financés. Bien sûr.
Anne-Marie l'a rappelé, mais il y a un certain nombre de projets. Il y a 16 projets qui ont été annoncés le 29 avril dernier. Nous avons le plaisir de travailler concrètement sur 3. Il y en avait déjà 2 qui étaient très lancés. Donc on va renforcer la démarche sur ces expérimentations. Oui, c'est lourd. Il faut des ingénieurs, il faut équiper les voies, il faut travailler au retour d'expérience en permanence. Mais c'est très concret. C'est très concret parce que ça fonctionne aujourd'hui au quotidien avec votre appli. Vous êtes un étudiant, vous arrivez sur quel site? Sur Rouen. Toujours sur Rouen. Enfin, au bout de la ligne de tram, vous commandez soit votre robot taxi, soit vous mettez un arrêt et vous appelez la navette et vous montez dedans de manière très simple et vous êtes transporté de manière complètement automatique sur voie ouverte avec la capacité à rentrer sur les ronds-points et à arriver directement à côté de votre campus. L'expérimentation est mise en place depuis quand? Alors on l'a démarré en 2017, on a mis en place les premiers tours de roue en 2018 et aujourd'hui on est en train de continuer à développer les cas d'usage. Voilà. Le cas d'usage que nous développons sur Rouen, et je reviendrai après sur Saclay, c'est aussi de concrètement arriver à avoir une navette de 16 passagers qui va s'insérer dans le trafic de bus sur voie dédiée à Rouen. Donc on est vraiment à ce stade déjà. Donc on pense c'est une réalité. Là, on parle pas d'un projet, on parle de quelque fin chose 2021-2022, nous aurons les premiers bus autonomes sur voie propre, sur site propre, en capacité de délivrer du service. Ça a plusieurs avantages. Je vais prendre là par contre le cas de Saclay, oui, de Paris-Saclay, parce qu'il est intéressant. Alors là aussi, on travaille avec les collectivités, on travaille avec l'agglomération de Paris-Saclay, on travaille avec la région, on travaille avec le département de l'Essonne, et on est sur ce campus extraordinaire que peu de gens mesurent en termes de développement aujourd'hui et en termes d'aboutissement de la richesse scientifique française. C'est le futur Palo Alto de Paris. Et concrètement, aujourd'hui, vous partez... donc là, l'objectif, c'est de tester de nuit sur voie dédiée. Là, un bus, une navette. Donc on reste toujours, comme l'a bien expliqué Madame Hydrac, on est dans des logiques de transport collectif. Voilà. Aujourd'hui, toutes les expérimentations portent sur vous arrivez à la gare... Enfin, principalement, beaucoup. C'est l'orientation. Vous arrivez à la gare de Massy. Donc c'est la nuit. La nuit, globalement, les services sont réduits aujourd'hui la nuit. Là, vous avez une navette qui peut vous transporter toute la nuit, qui va vous prendre à la gare de Massy, qui vous emmènera sur le campus de Paris-Saclay. Vous êtes guidé, vous avez votre trajet en direct sur votre smartphone et vous êtes dans un environnement tout à fait sécurisé. Vous êtes complètement supervisé par un poste de contrôle et de commandement qui permet d'assurer à la fois votre sécurité, à la fois de contrôler que tous les paramètres fonctionnent bien. Et vous allez arriver au campus. Et puis avec Renault, on a également encore là une autre logique à travers le CAB. Donc ça, c'est avec le service Marcel by Renault, et bien d'être en capacité également sur le campus de commander son CAB et puis d'aller d'un endroit à l'autre du campus de Paris-Saclay. Voilà. C'est du concret, ça fonctionne. Évidemment, il y a encore plein de paramètres à mettre en place. Ce sont des expérimentations, mais voyez l'horizon de temps sur site équipé, supervisé, on est dans les horizons de 2022. Mais alors on est très loin, très loin. Là on est dans le niveau 4 et on est très loin, en termes de sécurité, c'est le dispositif de standard. On est encore très loin du robot taxi et on n'y croit pas en plus, pour être honnête. Voilà. Très bien. Vous vouliez ajouter? Oui, je voulais ajouter parce que dans ce que vient d'être dit, on voit le double intérêt des véhicules autonomes dans différentes tailles, en particulier par rapport aux problématiques qui ont été exposées. Le premier intérêt, c'est que si on est sur des véhicules collectifs qu'on appelle navettes, on est dans des conditions d'exploitation plus souples et a priori moins chères que des bus. On peut plus facilement les faire circuler la nuit, on peut avoir plus de souplesse en termes de temps de travail et compte tenu de leur taille, on peut aller dans des endroits moins denses. Mais c'est surtout plus facile et plus souple en exploitation. C'est ça l'apport que ça a, en particulier pour les collectivités et bien sûr au premier chef pour leurs opérateurs. Bon. Deuxième chose qu'on voit bien, c'est que quand on parle de véhicules individuels, les véhicules autonomes se prêtent particulièrement bien au partage.
Pourquoi? Parce que il n'y a pas un propriétaire, bon, et donc tous les systèmes de covoiturage ou d'autopartage sont encore plus faciles quand nous parlons de véhicules qui sont en fait des flottes. Bon. Du coup, d'ailleurs, l'intérêt d'avoir la Caisse des dépôts qui peut intervenir pour financer les flottes en question. Mais avec ces exemples-là, on voit bien à quoi ça sert. C'est plus souple et c'est plus facile à partager. Et quelles que soient les solutions, parce que encore une fois, il y a les expérimentations de Transdev. Transdev est vraiment en pointe en la matière, mais il y en a d'autres. À Rennes, par exemple, c'est Keolis. Il y a à avoir en tête ces atouts-là qui sont bien identifiés. Peut-être qu'on en trouvera d'autres, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ceux-là qui permettent d'avancer. Alors, un mot, parce que je vois le temps filer. J'aimerais profiter de votre présence pour faire le point sur la loi orientation mobilité, déjà adoptée à Sénat, qui était en examen à l'Assemblée ce lundi. Comment on passe de l'expérimentation à la réalité? En quoi cette loi va apporter un pas supplémentaire dans la question qui nous préoccupe là des voitures autonomes, mais plus généralement dans la façon de concevoir la mobilité? J'aimerais... Alors oui, c'est vraiment le moment d'en parler puisque c'est la semaine du débat sur cette loi à l'Assemblée nationale. Bon, l'idée générale de la ministre Elisabeth Borne par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est de donner encore plus d'outils et de possibilités d'intervenir aux collectivités locales, enfin aux autorités organisatrices de transport, devenant d'ailleurs autorités organisatrices de mobilité, avec des champs d'intervention plus larges et un certain nombre d'outils de régulation entre leurs mains. C'est ça l'idée générale. Et puis vous avez regardé, il y a des tas d'articles divers et variés. En ce qui concerne les véhicules autonomes, ce que cette loi permet, c'est de donner une base légale, c'est le cas de le dire, à la circulation, non pas simplement de manière expérimentale, comme c'est le cas aujourd'hui, mais de manière définitive, de véhicules autonomes. Donc elle le fait en donnant une base légale à des ordonnances qui vont régler d'ici 2 ans un certain nombre de sujets encore un peu en équilibre, je dirais, de débat, en particulier les sujets de responsabilité pénale et les sujets d'accès et de conditions d'accès aux données. Voilà. Bon. Et moi, ce sur quoi je voudrais insister, on parle aussi beaucoup de mobilité as a service, etc. C'est que les technologies ne sont rien si la politique, au bon sens du terme, ne s'en mêle pas. Bon, je pense que vous direz la même chose pour le stationnement tout à l'heure. C'est que toutes les chances et les opportunités offertes par la digitalisation et par l'automatisation progressive des différents parcs automobiles ou autres donneront tout leur potentiel si c'est régulé et si les collectivités les intègrent dans leur politique. Et il faut trouver un juste équilibre entre innovation et maîtrise parce que sinon on pourra aboutir à un gâchis considérable d'argent public et de technologie. Alors j'aimerais, Édouard Hainaut, que vous nous disiez un mot justement sur ces nouvelles politiques globales de mobilité que vous voyez émerger au sein des collectivités. On entend là que cette loi orientation mobilité, j'ai envie de dire, donne plus de pouvoir encore aux collectivités pour prendre en main ces questions-là. J'aimerais que vous partagiez avec nous votre vision et votre expérience sur ces nouvelles politiques globales et la façon évidemment dont vous y participez. Alors je vous avais vraiment quelques minutes pour que nous puissions aborder ensuite l'autre sujet. Je vais essayer d'être rapide. Je reviendrai un petit peu plus tard dans le MAS, dans la logique d'innovation, parce que le MAS, c'est au moins une innovation aussi puissante pour moi, que le véhicule autonome. Et c'est une démarche qui est aussi très concrète. C'est vraiment le sujet, là. C'est vraiment le sujet de ces nouvelles politiques globales de mobilité. Là, on a fait un focus sur la voiture autonome. Ce que montre la loi orientation mobilité aussi, et c'était l'objet, vous l'avez expliqué, c'était de redonner aux collectivités les moyens de s'emparer pleinement de ces politiques et de les intégrer à la gestion au quotidien des territoires. Et c'est pour ça que je trouve votre témoignage intéressant justement sur ces fameuses masses. J'aimerais que vous nous en parliez sur maintenant. Le MAS, s'il vous plaît. Chez Transdev, on contribue fortement au développement du MAS et on sait que c'est une solution pour développer les mobilités du quotidien sur tous les territoires. Ça, c'est clair. Ce qui est clair aussi, c'est qu'il est
il est fondamental en fait que les collectivités, comme l'a rappelé Anne-Marie, aient la pleine jouissance de cette ressource stratégique. C'est vraiment un élément. Je vais essayer de m'expliquer. Déjà, peut-être sur le MAS, est-ce que tout le monde maîtrise? Je vois des... Merci. Donc, juste un mot sur cette nouvelle conception de la mobilité dite globale. Je peux essayer de l'expliquer, mais je pense que quand même... Je vais vous l'expliquer par un exemple concret. Vous êtes aujourd'hui à Mulhouse, Alsace Agglomération, à la M2A. Vous avez une seule application sur votre mobile, qui est le compte mobilité. Ça rassemble les services, l'ensemble des services de mobilité du territoire, les transports en commun locaux, les vélos en libre service, l'autopartage, les parkings de la ville. À chaque fois, dans ce dispositif, il faut replacer la collectivité au centre du processus de construction. On évite l'effet patchwork, concrètement, d'avoir un intervenant sur une question de parking, un intervenant sur... On a une politique globale, donc inclusive. Donc, c'est toute cette logique-là qui est importante, je pense. Mais c'est parce que la collectivité voulait être garante de l'ensemble, de la cohérence de son profil de mobilité sur son territoire, qu'elle a aussi pris la main et poussé le dispositif. C'est-à-dire que c'est à l'initiative et en accompagnement par Transdev de la collectivité. Pour ne pas être dépossédé de ressources et de choses qui sont essentielles aujourd'hui au développement de son... Et donc ce type d'application, ça permet de dynamiser la mobilité sur le territoire. Ça permet de dynamiser la mobilité du quotidien. Ça incite les voyageurs à modifier leurs habitudes. Ça permet de privilégier les mobilités plus douces, donc du transfert de modes de transport, et puis également c'est plus collectif et c'est moins polluant. Donc on a gagné sur tous les tableaux. Et en plus, vous consommez à l'usage, c'est-à-dire que vous payez chaque mois votre facture de mobilité avec des accompagnements tarifaires qui sont intéressants aussi, mais qui vous permettent chaque mois d'avoir votre facture et votre consommation de mobilité sur le territoire, quel que soit le mode et quel que soit l'usage. Oui, c'est ça. Pour résumer, c'est vraiment, on est dans le multimodal, c'est-à-dire qu'avec un seul et même compte, je peux payer mon trajet en vélo, mon trajet en tram, j'allais dire en bateau, en avion. Non, on n'est pas encore dans les airs. Mais bientôt, je l'espère. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est de penser le déplacement dans sa globalité, le parking, le vélo, la location peut-être d'auto électrique, etc. Mais ça nécessite que tous les canaux de vente, tous les canaux billettiques soient ouverts. Tout à fait. Et ça nécessite aussi que toutes les données soient accessibles et transmises à l'autorité organisatrice. Et justement, à Mulhouse, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'on en est? Ça fonctionne aujourd'hui. Non, mais on veut vous l'entendre dire quand même. Donc ça fonctionne clairement aujourd'hui à Mulhouse. Tous les jours. Tous les acteurs se sont accordés. Tous les données sont accordés. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez un vélo. En fait, c'est Doco qui est le fournisseur du service vélo. Mais aujourd'hui, il passe derrière le compte mobilité et on a un dispositif qui fonctionne complètement. C'est-à-dire que concrètement, c'est la collectivité qui va choisir les acteurs? Ça se passe comment? Alors, c'est un partenariat et c'est un travail de construction de tous ces partenariats au niveau local. Mais quand là-haut dit, voilà, moi je veux orienter comme ça, généralement, les opérateurs se mettent en ligne. C'est bien plus simple. Et là, je crois que c'est important parce qu'il faut que nos députés ils travaillent sur cette logique et qu'ils donnent la possibilité d'ouvrir tous les canaux de vente et qu'ils soient en contrôle, que les AO soient en connaissance et en contrôle de l'ensemble des données de mobilité sur leur territoire. Donc, on comprend bien qu'un certain nombre d'acteurs puissants, alors on ne va pas faire de la publicité pour certaines marques, mais un certain nombre d'acteurs puissants, pas forcément européens, peuvent offrir des services, et d'ailleurs certains d'entre nous les utilisent, sans pour autant accepter de se mettre dans une logique d'ouverture, de partage, avec donc des choses extrêmement dangereuses pour les autres opérateurs et des risques de siphonnage et des données et des sous du contribuable finalement de manière indirecte. Donc la puissance financière ne doit pas être le seul maître sur la prise d'action sur ces nouveaux services pour garder la main et avoir effectivement une gestion durable et inclusive de l'ensemble pour éviter que ce soit que quelques acteurs qui s'emparent du marché. Je vulgarise à outrance, mais bon, je trouve ça plus clair toujours de reformuler. Est-ce que vous voulez ajouter un mot, Monsieur Hainaut? Je crois que ce qu'on démontre là, c'est que l'innovation dans les territoires contribue en fait à l'amélioration de la mobilité du quotidien. Et ça, c'est
quelque chose de véritablement impressionnant. On peut se réjouir et on peut être bluffé par les expérimentations qui sont en cours, mais on est en train de passer dans d'autres dimensions. La loi LOM, elle écrit les 10 ans à venir de la mobilité. Elle doit être ambitieuse, elle doit permettre de combiner à travers des dispositifs de mobilité intégrée, qu'on pourrait qualifier de masse. En fait, toute la mobilité doit s'intégrer et dans tous les domaines. On peut aller jusqu'au ferroviaire, jusqu'à la remise en circulation des lignes ferroviaires et des petites lignes ferroviaires, parce qu'on est aussi en capacité de démontrer qu'avec de la qualité de service, avec de la ponctualité, avec des offres marketing bien ciblées, on est en capacité de, par exemple, nous l'avons fait en Allemagne, passer de 800 passagers jour à 23 000 passagers jour sur une ligne qui devait être fermée. Voilà, on peut se dire que l'ensemble de ces innovations, l'ensemble des modes doit être intégré par ces innovations, soit en complément, soit en poussant de nouvelles formes, avec par exemple la voiture autonome. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage. Je vous propose maintenant de terminer cette masterclass par l'autre focus important qui sont les problématiques de stationnement. Et nous avons avec nous Lucie Billot, qui est donc qui s'occupe de la Smart City, chargée de mission Smart City au sein de la ville de Soissons. Elle devait être accompagnée par Pierre Bureau, qui vous prie de l'excuser. Il est souffrant et regrette amèrement de ne pas être avec nous ce matin, mais Lucie va le représenter. Alors revenons en quelques minutes sur la ville de Soissons. La ville de Soissons était déjà engagée dans une démarche Smart City. Donc exactement. On va peut-être changer effectivement d'échelle après ces discussions. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la présentation qu'a fait Monsieur Auboin, je pense qu'on coche toutes les cases très clairement de villes moyennes avec des problématiques effectivement de stationnement, de circulation, de bipolarité aussi. Et depuis 2014, la ville s'est engagée dans une démarche Smart City qui a pour but d'utiliser les nouvelles technologies, d'utiliser l'expérimentation pour créer des nouveaux services et pour améliorer la qualité de vie des habitants. Donc vraiment d'essayer de se mettre dans cette dynamique-là. Et également d'une dynamique de redynamisation du centre-ville, puisque Soissons fait partie des 222 villes du plan Action Cœur de Ville. Il y a une étude urbaine qui a montré qu'on était face à des problématiques de stationnement et de mobilité très importantes, d'autant plus qu'on est un territoire urbain. Donc, ce qui veut dire qu'on est un territoire urbain inséré dans un territoire vraiment rural. Voilà. Donc on a une très forte dépendance à la voiture et donc on a des soucis avec un taux d'occupation du centre-ville, enfin une forme de déshérence du centre-ville au profit, je suppose, comme dans la plupart des villes moyennes, de grandes surfaces périphériques, bien etc. sûr, bien donc on se retrouve avec mais en même temps avec un très fort taux d'utilisation de voitures tampons et d'utilisation du stationnement en centre-ville, avec des personnes un plan de circulation qui clairement pourrait être optimisé. Et donc c'est à partir de ce constat-là qu'on a décidé effectivement de s'attaquer au problème du stationnement et de mettre en place un projet de stationnement intelligent. Alors justement, quelle solution avez-vous choisie ? Alors, emmenez-nous à Soissons. La solution qu'on a choisie, c'est une solution en partenariat avec Parking Map, qui est une start-up. Pourquoi on a choisi Parking Map ? Parce qu'elle offrait une solution. Alors je vais vous passer sur la technologie. En fait, c'est des capteurs par analyse d'images en voirie. Donc en fait, on a choisi, Parking Map, parce qu'il répondait à notre cahier des charges, parce que c'est une solution qui est beaucoup plus facile à mettre en place que des capteurs au sol et qui, en plus, après, apporte d'autres services derrière que je développerai. Et donc, du coup, à partir de cette analyse d'images par voirie, on va avoir la possibilité d'offrir un service à tous les automobilistes avec la disponibilité en temps réel des places de stationnement, donc de tout le centre-ville, donc de 2023 places, j'ai oublié un zéro, c'est important, de 2023 places de stationnement, que ce soit en voirie ou sur des poches de stationnement. Cette information en temps réel, elle est
à travers une application qui est intégrée à l'application de la ville et aussi à travers des panneaux de jalonnement dynamique qui vont être mis dans la ville, puisqu'évidemment on pense aussi aux gens qui n'utilisent pas cette application. Et à travers l'application, les personnes vont pouvoir être guidées vers les places disponibles. Donc on va savoir concrètement, très rapidement, où aller se garer. Et je suppose que également pour les agents, ce sera intéressant de savoir qui est garé où. Ça, c'est la deuxième partie, effectivement. Alors voilà le système d'information aux usagers. Donc avec très facilement sur l'application, c'est rouge ou c'est vert, vous pouvez aller vous garer, vous pouvez être guidé et les panneaux de jalonnement dynamique. Mais effectivement, et c'est pour ça aussi qu'on a choisi cette technologie-là avec Parking Map, c'est que pour la ville, il y a des services annexes. C'est-à-dire qu'on va d'abord pouvoir optimiser les contrôles en temps réel, puisqu'on a un système d'alarme en fait, qui arrive directement au niveau du poste de contrôle de la police municipale. Donc il n'y a plus aucun moyen d'échapper en réalité. Absolument plus. Aucun moyen effectivement d'échapper au contrôle des ASVP de la ville de Soissons. Et puis plus globalement, parce que c'est pas uniquement une volonté de contrôle, c'est qu'on a aussi la possibilité à travers cette analyse d'image de calculer des flux, et pas seulement des flux automobiles, mais aussi des flux de piétons, des flux de camions, des flux de 2 roues. Donc en fait, au-delà du stationnement, l'idée c'est aussi de pouvoir optimiser le plan de circulation, optimiser le plan de stationnement pour pouvoir développer les modes de déplacement doux. Scanner le profil de la ville pour y adresser les services sur mesure et adapter, je suppose, exactement. les rotations de bus. C'est vraiment de pouvoir avoir l'information et avoir les données pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Alors, je vous propose justement de conclure sur l'utilisation de ces données, qui est important. Juste une Pierre, et après vous aurez 1 minute. On est vraiment très en retard. Non, mais c'est pas du tout de votre fait. C'est comme ça, parce que les sujets sont intéressants. Alors, juste sur l'utilisation de ces données, parce qu'on sait que c'est capital. Qu'allez-vous faire de ces données à Soissons? Alors justement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les analyser. De respecter le RGPD, puisqu'il n'y a pas de données on va dire sensibles qui sont collectées. Tout est anonymisé. Alors, qui sont collectés déjà. En fait, c'est une analyse d'image, mais on n'analyse pas les plaques d'immatriculation, c'est important. Et ensuite, effectivement, c'est de pouvoir avoir un véritable observatoire du stationnement et à terme un véritable observatoire de la mobilité pour pouvoir prendre des meilleures décisions de mobilité. Piloter plus finement toute cette politique. Exactement. Au niveau local. Voilà. Et effectivement, de pouvoir utiliser le stationnement comme levier d'attractivité du territoire, puisque c'est vraiment dans ce cadre-là que ça a été mis en place. Alors pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur cette expérimentation, je laisse Pierre confirmer mes dires, mais je sais que moi j'avais lu un article passionnant sur le site de la Banque des Territoires qui relate le cas, puisque vous travaillez, alors on n'a pas parlé de cette collaboration, peut-être que Pierre vous pouvez en dire un mot et conclure plus généralement cette... Oui, juste pour dire en un mot qu'effectivement Parking Map fait partie des solutions qui figurent, enfin qui sont répertoriées dans notre annuaire de la Smart City, et c'est une entreprise que nous ne manquons pas de signaler effectivement à l'attention des collectivités, car effectivement il nous semble qu'elle répond à de nombreuses préoccupations, à la fois naturellement de service aux usagers, mais comme vous l'avez dit dans votre dernier point, également moi ce que j'appelle la Smart Mairie. Avant de faire la Smart City, il faut faire la Smart Mairie, c'est-à-dire donner les outils modernes et numériques au service de la collectivité et aux décideurs, aux élus, pour être capable de prendre des décisions effectivement de politique publique plus pertinentes. Et donc en conclusion, simplement, peut-être pour essayer de se projeter vers l'action, entre guillemets, je voulais simplement évoquer, pardonnez-moi, ce n'est pas encore le dernier slide. Ouais. On n'a pas parlé du coût et du financement. Vous voulez en parler? Alors, oui, bien sûr, oui, vous avez... Pardonnez-moi, je pensais... Alors, on peut en reparler. Ce qui m'ennuie, c'est que j'aurais aimé que vous puissiez poser vos questions. Je vais être tout à fait honnête. Extrêmement rapidement, et de toute façon, la slide est très claire, mais c'est simplement qu'effectivement, souligner que c'est un investissement, bien évidemment. C'est un engagement de la part de la mairie à hauteur d'un tiers du coût du projet, et qu'effectivement, le fléchage dans le cadre du plan Action Cœur de Ville permet d'avoir accès à des financements. En l'occurrence, là, c'était le FNADT à hauteur de 50%, et après le département. Voilà, c'était simplement... Non, mais c'est important de le souligner. Merci beaucoup, Lucie Billot. Et donc effectivement, peut-être juste en un mot de conclusion pour se projeter vers l'action.
J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Il faut revenir en rouge. Au rouge. Voilà. Il y avait un slide sur la temporalité. Oui, tout à fait, ce qui était en toute fin, je l'ai vu moi-même. Non, simplement pour dire effectivement que se pose la question de toutes les solutions qu'on a évoquées sont potentiellement intéressantes, mais quelle est la temporalité de leur déploiement? La seule chose que je veux dire sur ce sujet, c'est qu'il faut bien distinguer entre des sujets que je pourrais qualifier de lourds, qui font intervenir notamment des travaux sur l'espace public, de la construction d'infrastructures ou d'équipements publics, comme par exemple des parkings en ouvrage. Mais à l'inverse, nombre des solutions qui ont été évoquées là sont des solutions agiles et qui sont des solutions qui sont déployables en particulier lorsqu'on peut essayer de tirer parti des facilités procédurales pour les achats innovants que j'évoquais en introduction, qui peuvent être déployées en quelques mois, on va dire peut-être moins d'un an, et donc en lien par exemple avec les préoccupations que vont avoir les prochains exécutifs municipaux, il y a nombre de solutions qui peuvent être préparées dans les mois qui viennent et déployées très très rapidement dès le début des prochaines mandatures. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, je nous offre, je prends un petit peu sur le temps, 2 minutes d'échange s'il y a vraiment des questions. Alors, on aura le temps de prendre 3 questions, sachant que je suppose que l'échange est possible au moment des pauses, au moment du déjeuner. Alors, une question ici. Bonjour. Je ne sais pas si ça fonctionne, si. Ouais. Bon, alors, je voudrais d'abord remercier, je travaille pour le laboratoire de la mobilité inclusive. Alors. Je vais vous donner l'autre. Il faut la catchbox, c'est ça? Ça marche pas. Ça. Moi, je l'ai pas dans le truc. Je sais pas, c'est ça que tu veux? Ça? Alors, moi, j'entendais pas. C'est que moi, je décroche peut-être quand je vais là. Si c'est plus simple avec ça. Je suis Théo Thieffry, je travaille pour le laboratoire mobilité inclusive. D'abord, je voudrais remercier Anne-Marie Hydrac d'avoir souligné que le véhicule autonome doit prendre en compte tous les usagers et doit être fait pour tous. C'est une de nos préoccupations au laboratoire et on a d'ailleurs publié sur notre site quelque chose dans ce sens récemment. Et j'avais une question plus générale sur la gratuité des transports. Hier, il y avait la communauté urbaine de Dunkerque qui présentait les résultats de son projet, donc qui a démarré en septembre 2018 pour la gratuité des transports. Et ce qu'ils remarquent, c'est qu'à la fois ça a permis de ramener vers les transports en commun des gens qui en étaient exclus pour des raisons économiques ou pour d'autres raisons, notamment des jeunes et des seniors. Et surtout, ça a permis, alors ce ne serait pas valable dans toutes les villes, mais pour eux, ça leur a permis de désengorger les espaces de stationnement dans le centre-ville, ce qui va permettre de redynamiser le centre-ville et puis de créer d'autres projets. Alors j'aimerais connaître votre avis sur la question. Merci de cette question. Nous sommes l'opérateur de Dunkerque, donc on est très au fait de cette logique et décision politique de la ville de Dunkerque et de la métropole. Il est clair qu'on voit des aspects positifs, on voit aussi que c'est lié à des contextes et que ça permet de développer l'attractivité de quelques cœurs de ville. On est comme tous, tout opérateur, nous, en accompagnement de la décision publique. Après, on est aussi vigilant à travailler avec les collectivités pour regarder comment tout cela fonctionne. Il faut avoir des conditions de VT, donc de versement transport, qui sont quand même supérieures à la moyenne, et notamment à Dunkerque. Il faut être en capacité, effectivement, d'avoir un réseau en étoile, comme peut l'avoir Dunkerque. Et on peut effectivement noter que la fréquentation augmente. Par contre, cette fréquentation, elle n'est pas complètement nouvelle. Elle peut déplacer des flux. Elle peut aussi, dans d'autres cas, juste faire que les piétons, puisque c'est gratuit, au lieu de faire une marche de 300 mètres, vont monter à bord. Donc il y a des sujets comme ça, des transports en public. Ce qu'on constate aussi, c'est que étape par étape, ça engendre de l'augmentation de services, donc du besoin supplémentaire de financement du service, et que c'est toute cette équation que la collectivité doit prendre en considération, sans quoi ça a des répercussions immédiates sur la fiscalité ou sur les tarifs du transport pour
les habitants et peut-être les principaux utilisateurs aussi du dispositif. Voilà. Oui, attendez, ce qui est important également, oui, c'est de noter que si on généralisait ce principe, c'est un coût de 5 milliards. Voilà, il faut aussi savoir se dire ça, qu'il faudra financer. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, c'est que ça n'enlève pas tous les dispositifs de médiation, de sûreté, pour assurer la sécurité des voyageurs aussi sur les transports collectifs. Voilà. Moi, je voulais juste... oui, non, c'est pas un mot de la fin, mais c'est sur la gratuité. Bon, il y a quelques cas très particuliers où le versement transport est très fort, où le centre-ville est extrêmement occupé par des entreprises, bon, pour lesquelles la gratuité peut être choisie. Bon, mais de manière générale, on n'a pas besoin de moins d'argent, on a besoin plutôt de plus d'argent. Et d'ailleurs, quand on dit la gratuité, ce n'est pas la gratuité, c'est un déplacement des usagers vers les contribuables. Bon. Est-ce que c'est juste? Moi, je ne trouve pas que ce soit tellement juste. Bon. Donc, je sais qu'il va y avoir pas mal de débats à l'occasion des municipales. Attention aux pièges quand même. Hein. Attention aux pièges et aux quelques exemples comme celui de Dunkerque, comme celui de Niort, qui peuvent être intéressants. Puis, de toute façon, c'est les collectivités locales qui décident, mais qui sont vraiment des cas très, très, très particuliers. Et je rajouterais qu'il faut se projeter, parce qu'il y a la transition énergétique, donc il y a aussi des investissements à mener, et donc il faut mettre en considération l'ensemble de ces dispositifs. Et comme l'a rappelé Anne-Marie, ce n'est pas la gratuité des transports, c'est la gratuité de l'usage. Et juste de rappeler que seulement 25% du coût des transports aujourd'hui sont payés par les usagers, en moyenne en France. Merci pour ces précisions. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci de votre écoute. Ainsi s'achève cette conférence masterclass sur les questions de mobilité au cœur des villes moyennes. Et à suivre une seconde masterclass. Alors, il y avait bien votre slide, Pierre, je le vois apparaître. Mais on le partagera puisque je crois qu'on retrouve des éléments, c'est ça, sur le site de la Banque des Territoires. À suivre maintenant une question digitale. Nous allons regarder comment les citoyens utilisateurs peuvent également être acteurs des nouveaux services. Nous allons parler ville intelligente, Smart City, avec Jeanne Carès, qui est la pilote de cette masterclass. Je vous retrouve dans 5 minutes.